إن جامعتنا جامعة ميجي تفتخر بتاريخ طويل يبدأ عام 1881 حيث قام بتأسيسها 3 أفراد في الثلاثينات من أعمارهم. ومنذ ذلك الحين مر في هذه الجامعة ما يقارب من 500,000 متخرج وشاركوا في قيادة المجتمع السياسي الياباني. نحن نخرج حوالي 31,000 متخرج سنويا، وخرجت جامعتنا لغاية الآن 2 من رؤساء مجلس الوزراء في اليابان، منهم أول من قام بزيارة كمسؤول ياباني رفيع المستوى إلى الدول العربية عام 1973، وهو رئيس الوزراء ميكي عندما كان نائبا لرئيس الوزراء. ومنهم أيضا رئيس وزراء آخر هو رئيس وزراء موراياما الذي قام عندما كان رئيسا للوزراء بتقديم اعتذار عن التاريخ الاستعماري الياباني، وبذلك نعد أنفسنا جامعة صديقة للعالم. اليوم نود أن نستمع إلى خطابكم وإلى كلماتكم التي للمرة الأولى في القارة الآسيوية، ونعتقد أن كلماتكم سيكون لها وقع ليس فقط في اليابان ولكن في العالم بشكل عام. نحن نعتقد أن جهود سيادتكم تتوجه نحو التنمية الأفريقية ونحو تحقيق السلام ونزع السلاح والعدالة وتحرير الإنسان حول العالم. ونود دون إطالة أن نترك لكم لسيادتكم الكلام أيها القائد، قائد ثورة الفاتحة العظيمة، ونحن مستعدون لتلقي كلماتكم. تفضلوا وشكرا لكم. أولا صباح الخير أبناء طلبة جامعة ميجي. Je vous salue mes enfants, les étudiants de l'université Meiji, ainsi que les professeurs de cette université ancrée dans l'histoire. Je voudrais remercier le professeur Fukuda pour les préparatifs ainsi que pour sa présentation. Mon appréciation pour les responsables de cette institution, pour l'intérêt qu'ils portent à l'Afrique. Brièvement, je vous dirais que l'Afrique est un continent qui a été détruit à cause de l'esclavage, de la colonisation et enfin l'exploitation des puissances étrangères et des interférences dans ses affaires internes. L'Afrique est un continent qui a subi les pillages et les atrocités de la part de certains blancs, racistes et colonialistes. Qui ont laissé dans une situation lamentable. Les compagnies étrangères occidentales et le sionisme ont pris le relais des forces du mal dans la perpétuation des souffrances de l'Afrique. Elle subit tous les impacts des épidémies, du sous-développement, de la désertification, de la sécheresse due aux émissions émanant des complexes des pays industriels et de la pollution de l'air qui génère l'effet de serre. L'Afrique est devenue une proie autour de laquelle la concurrence fait rage. Les États-Unis essayent de trouver une porte d'entrée par la force, par le truchement de l'Africom. Elle a l'intention de construire des bases militaires, cherche à mettre la main sur les nouveaux gisements de pétrole et prétend user de la force pour les protéger, comme si ce continent n'a pas de population, ni d'avenir, ni de défenseurs.
La Chine, quant à elle, s'infiltre en douceur, malheureusement. Elle n'adopte pas les mêmes procédés violents que les États-Unis, mais œuvre pour implanter une partie de sa population en Afrique par le biais d'une immigration masquée. Avec une superficie de 32 millions de kilomètres carrés et moins d'1 milliard d'habitants, certains tentent à croire que ce continent peut absorber le surplus de population en Chine et en Inde. L'Afrique est la cible d'un processus de colonisation en douceur. Les États-Unis s'ingèrent dans les affaires intérieures, essaient d'établir des bases militaires, interviennent dans les élections et dans la nature des régimes. Tout ce que ce pays ne respecte pas, il essaye de l'expérimenter en Afrique et donne des ordres à ce continent concernant ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Voilà la situation de l'Afrique. Le Japon n'a pas un excédent de population à transférer en Afrique et n'est pas, comme les États-Unis, une force militaire dominante. Le Japon peut choisir la manière douce pour se faire une place en Afrique par le biais de la coopération. J'ai toujours évité d'aborder ce sujet avec mes amis japonais à tous les niveaux, de peur de les embarrasser vu ma franchise et mon franc-parler devant les peuples. Je dis toujours la vérité quand il s'agit de questions vitales. Lorsque je parle du Japon, je sais que mes paroles seraient embarrassantes et froisseront la sensibilité de certains. C'est pour cette raison que j'évitais même de donner des interviews à la presse japonaise. Mais puisque vous m'avez demandé de m'adresser à vous, ce dont je vous remercie, je vous dirai que le Japon peut se transformer en une force bienfaitrice, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Cependant, et je vous prie de m'excuser pour les vérités embarrassantes que je vais divulguer, le Japon n'est pas un pays libre de ses décisions. Le Japon est tombé sous occupation américaine durant la Deuxième Guerre mondiale. Il a subi 2 bombardements atomiques et a été terrorisé par cette arme de destruction massive. Et s'est totalement soumise à la force américaine, qui n'a pas hésité à user de ce qu'elle a de plus destructif. Depuis, des dizaines de milliers de soldats américains occupent le Japon. D'après les estimations, il y a 50 000 soldats américains actuellement soutenus par des bases militaires et des armadas dans la mer du Japon. Depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à une période récente, le Japon était sous occupation américaine totale. Il est même considéré comme une colonie. Sa situation est semblable à celle de l'Allemagne. Une situation indigne d'une grande nation comme le Japon ou l'Allemagne, de ne pas pouvoir disposer d'une armée ou acquérir des armements à l'instar des autres pays du monde. Il est même interdit de parler de forces armées japonaises. On parle de forces de défense nippones, où on utilise un terme similaire.
Pourquoi le Japon ne peut-il pas parler de forces armées japonaises ou de forces aériennes nippones? Ou de marine japonaise? Ça lui est interdit. C'est un mépris et une humiliation pour ce pays. Même si ce pays a une armée, il ne peut dire forces armées, mais plutôt forces de défense populaire ou d'autodéfense. Une humiliation intolérable. Le peuple japonais est un peuple créatif, capable de concurrencer les Américains, les Européens et les Chinois dans les domaines technologiques. C'est un peuple qui mérite de vivre dans la dignité et le respect. Le plus étrange est que les séquelles des 2 bombes atomiques sont toujours apparentes dans ce pays. Mais les Japonais sont des amis intimes des Américains. Étrange situation. Comment peut-on être l'ami de quelqu'un qui vous a frappé avec une bombe atomique, vous a humilié devant le monde entier, vous a imposé des conditions inacceptables? Comment être proche de quelqu'un qui a tué vos ancêtres, vos grands-parents et vos proches? Je ne prône pas l'hostilité entre les Japonais et les Américains. J'espère que je ne serai pas compris de manière erronée. Cependant, je suis étonné et je me pose des questions sur les raisons de ce rapprochement entre ces 2 pays. Une telle amitié ne peut être imposée. Je doute fort que les Japonais aient une quelconque amitié pour l'Amérique. Je ne crois pas non plus qu'ils puissent être leur allié. Je comprends que le Canada et le Mexique soient des alliés de l'Amérique. Le Japon, un pays d'Extrême-Orient, devrait être l'allié de la Chine, de la Russie ou des Philippines. Mais il ne peut s'allier à l'Amérique, sauf s'il n'a pas le choix. Dernièrement, après la défaite du Parti libéral aux élections, des voix commencent à se faire entendre et des livres commencent à apparaître se demandant quand le Japon pourrait s'affranchir de sa dépendance des États-Unis et pouvoir enfin dire non. Ces livres reflètent une certaine renaissance au Japon, une tentative de recouvrer la dignité perdue. Je regrette profondément que le Japon, avec sa puissance et la force créatrice de son peuple, sa suprématie dans le domaine de la technologie, soit incapable de sauvegarder sa dignité et sa liberté. Ce pays est toujours considéré comme une colonie et un satellite des États-Unis. Les bases américaines auraient dû être démantelées immédiatement. Le Japon devrait être l'égal des États-Unis, libre de fabriquer ses armes pour se défendre. Je suis contre le réarmement et je soutiens le désarmement total. Le désarmement et la paix est justement l'un des projets de votre université. Projet que j'appuie de toutes mes forces. Cependant, puisque les Américains s'arrangent de le pouvoir d'acquérir la bombe atomique,
Le Japon doit être le premier pays du monde à acquérir cet armement, puisque c'est le seul au monde qui en a subi les affres et qui doit en posséder pour la dissuasion. Afin qu'il ne soit pas bombardé une deuxième fois. Tant que le Japon ne se libère pas du joug américain, devient indépendant et possède une armée pour se défendre et défendre la paix dans le monde, il ne peut tirer profit de sa haute technologie, ni de son potentiel extraordinaire et de ses capacités créatrices. C'est d'autant plus vrai que le Japon n'a ni des richesses ni des ressources naturelles propres. C'est un pays qui dépend essentiellement de sa créativité sans pareille. Le Japon a besoin de s'approvisionner en énergie et en matières premières de l'étranger. Mais si sa liberté de décision reste ligotée, il ne peut rien entreprendre dans ce domaine. Je suis de très près les affaires du Japon. En politique, par exemple, le Japon ne peut appuyer les Nations Unies que lorsque celles-ci adoptent une position conforme à celle des États-Unis. Une vraie humiliation. Le Japon pourrait avoir des intérêts qui concordent avec ceux de la Chine, de l'Inde et de la Corée du Nord, de la Russie ou de la Libye. Mais il se peut que les États-Unis veuillent une position contre ces pays aux Nations Unies. Le Japon agit dans ce cas contre ses propres intérêts et contredit ses relations avec ces États. Il est obligé, pour faire plaisir aux Américains, de s'opposer à ces pays avec lesquels il a des intérêts communs. Cependant, il sert les intérêts américains et dessert ses propres intérêts. Il porte également atteinte à ses relations avec ces pays. Supposons que le Japon importe le pétrole dont il a besoin de la Libye, et puis les États-Unis s'opposent à la Libye, aux Nations Unies, sur une question quelconque, et demandent au Japon de la soutenir, alors que ses intérêts supposent le contraire. Vu que le Japon a besoin d'énergie, les États-Unis n'ont aucune considération pour les intérêts du Japon et lui demandent de voter avec eux contre la Libye, nonobstant le fait que cela ne sert pas les intérêts du Japon. C'est juste un exemple. C'est une situation malheureuse. Le Japon met en danger ses intérêts en étant un allié inconditionnel des États-Unis. Le monde change et de nouvelles entités voient le jour, tel que nous le constatons. Regardez la carte et vous allez noter que l'Union européenne se transforme graduellement en État. Elle a déjà sa monnaie, et bientôt peut-être elle aura son armée, sa banque centrale, et une politique unifiée pour les affaires étrangères. L'Union africaine est aussi en train de se constituer, à l'instar de l'Union européenne, et se transformera aussi un jour en un seul État. L'Amérique du Sud s'organise également, et peut-être qu'un espace sud-américain verra le jour bientôt. Étape vers la constitution d'un État unique à l'avenir.
Les États-Unis eux-mêmes, avec le Canada et les pays du NAFTA, ressemblent à une seule entité. La Russie en Asie est un État à part. La Chine est un géant qui se suffit à lui-même. On trouve en Asie aussi le groupement constitué par l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, Bhoutan, Sri Lanka et les Maldives. Le jour où le Pakistan et l'Inde se rapprochent, ce groupement se transformera en un État. Il y a également l'ASEAN, qui regroupe l'Indonésie, la Malaisie et 10 autres pays, y compris les Philippines, et qui forment un quasi-État. Il ne reste plus que le Japon et les 2 Corées. Comment vont-ils s'organiser et quelle sera leur situation? Resteront-ils marginalisés? Ces 3 pays n'ont pas créé d'espace ou de groupement propre, mais ont besoin d'appartenir à une entité. N'eussent été les différends entre les 2 Corées et les disputes entre la Corée du Nord et le Japon, ces 3 pays auraient constitué un espace. En tout état de cause, la position du Japon sur la carte du monde futur suscite des interrogations. Il ne s'est pas allié à la Russie ni à la Chine, n'est ni membre de l'ASEAN, de l'Union européenne, de l'Union africaine, du bloc nord-américain, ni de l'Alliance sud-américaine. C'est une question à méditer. Où se situe le Japon aujourd'hui? Les États-Unis souhaiteraient que le Japon ne cherche pas à assurer son avenir afin qu'il reste un satellite qu'ils utilisent dans les organisations internationales et surtout aux Nations Unies comme cheval de bataille. Le but derrière la présence de l'armée américaine est de terroriser le Japon. Si vous déviez du chemin qu'on vous a tracé, nous sommes là pour vous donner une leçon et vous subirez ce que vous avez enduré durant la Deuxième Guerre mondiale. N'oubliez pas que nous sommes présents. Telle est la situation aujourd'hui, dommage. Je vous remercie pour avoir soulevé ce sujet et j'espère que j'ai répondu brièvement à vos interrogations. Je vous remercie mes enfants étudiants ainsi que le professeur Fukuda. Si vous avez des questions à poser ou des éclaircissements à demander, je suis prêt à y répondre. Je vous remercie, frère guide. Malgré les énormes ressources naturelles dont disposent les pays africains, et dont nous avons besoin, nous, Japonais, les taux de croissance et de progrès sont très bas et très lents. Quelle est la raison de ces mauvaises performances économiques ? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que l'Afrique est dans une situation lamentable à cause de l'esclavage, de la colonisation, des interférences externes et l'exploitation étrangère.
En plus, il y a les incidences des changements climatiques dus à l'activité des pays industrialisés et qui causent la désertification, la sécheresse, etc. J'ai aussi dit que le Japon peut aider l'Afrique si ce pays était libre. Mais il ne l'est pas, et surtout en ce qui concerne ses relations avec les autres pays. La cause en est la domination américaine sur le Japon. سؤالي سيادة القائد مؤخرا قيادة إدارة أوباما قررت زيادة عدد القوات. Merci, Votre Excellence le guide. J'ai une question à vous poser. L'administration Obama a décidé d'augmenter le nombre des soldats américains en Afghanistan. Cependant, je crois que c'est inutile. Ce pays se transformera en bourbier pour les Américains et rien ne sera résolu. Personnellement, je suis contre une telle initiative. Quel est l'avis du guide ? Merci. Bien sûr, la situation est claire. Le président Obama a annoncé qu'il se retirerait de l'Afghanistan en 2011. La décision est prise et l'augmentation des forces n'y changera rien. Cette augmentation est un moyen de justifier son retrait en 2011. C'est une couverture militaire pour le retrait. Je crois que ce sont les généraux qui ont recommandé cette décision. Dans le domaine militaire, la stratégie veut que lorsque tu as l'intention de te retirer d'un front, tu accentues la pression et la puissance de feu afin de permettre un retrait sûr et empêcher l'ennemi de s'opposer à l'opération ou la faire échouer. Les 30 000 soldats seront envoyés pour couvrir le retrait militaire et stratégique américain de l'Afghanistan. Moi, personnellement, je suis persuadé qu'Obama est différent des présidents américains blancs. Il a condamné la guerre du Vietnam, celle d'Irak, et annoncé qu'il se retirera de ce pays car il estime que c'est une guerre sans fondement. Aucun président américain avant lui n'a fait de telles déclarations. J'espère qu'il prendra la même position vis-à-vis du Japon et retirera les troupes américaines. J'espère qu'il va déclarer « Le Japon est un pays libre. Nous l'avons bombardé à l'atome. Il n'est pas juste qu'on l'occupe en plus. Tout ça dépend bien sûr du peuple japonais. Ils ont justifié leur présence en Afghanistan par les attaques du 11 septembre ou à l'attaque de New York. Obama a déclaré qu'en tout état de cause, il ne peut pas être le gardien de ce pays ou le garant de sa sécurité. Et il a même déploré la corruption au sein du gouvernement afghan. C'est un gouvernement corrompu. Nous ne serons pas les gardiens de l'Afghanistan. Ce pays doit assumer lui-même la responsabilité de sa sécurité. Nous l'y aiderons, mais nous retirerons nos troupes. Tout cela est rationnel. Les analyses du président Obama et sa vision de la politique internationale sont logiques, au moins jusqu'à présent. En fait, je suis satisfait de la politique du président Obama, contrairement à tous ses prédécesseurs,
avec lesquels j'étais en conflit. Il y a même eu une guerre entre nous, au temps du président Reagan. Merci, mon fils. Question, monsieur le guide. J'ai lu le livre vert, dont certains chapitres traitent de l'enseignement. Que voulez-vous dire par la diversité de l'éducation, des sources de l'éducation? Quel est le but principal de l'éducation? Il y a actuellement une controverse au Japon sur les thèmes de l'éducation. Quel est selon vous l'objectif ultime du processus d'enseignement? Pouvez-vous nous donner des exemples? Je sais que le livre vert traite de l'éducation, mais ta question n'est pas explicite. Je n'ai pas bien saisi le sens de ton intervention. L'enseignement ne se limite pas au programme systématique ni aux cours formels que les étudiants sont obligés de suivre pendant des heures sur les bancs de classe, comme vous maintenant, ou dans des livres. Ce mode d'enseignement qui prévaut dans le monde est contraire au principe de la liberté. L'enseignement obligatoire que les États se vantent d'avoir imposé à leur jeunesse est l'un des moyens de privation de liberté. Il empêche l'expression des talents et oriente la personne dans ses choix. C'est un comportement dictatorial et un acte liberticide, car il prive du droit de choisir librement et empêche la créativité de l'excellence. Imposer un programme d'enseignement est une dictature. Imposer à quelqu'un une manière d'enseignement est synonyme de despotisme. L'enseignement obligatoire et formel est un illettrisme imposé au peuple. Tous les États qui dirigent l'enseignement à travers des programmes formels et les imposent aux gens et déterminent officiellement les matières à apprendre et la nature du savoir à acquérir exercent l'arbitraire à l'égard de leurs citoyens. Tous les modes d'enseignement qui prévalent dans le monde doivent être balayés par une révolution culturelle mondiale qui libère les mentalités des programmes extrémistes qui orientent de force les goûts, la perception et la pensée de l'être humain. Ceci n'implique pas de priver les gens ou de les éloigner de l'éducation, comme certains peuvent le penser à la lecture superficielle du livre. Tout au contraire, cela veut dire de donner aux gens la liberté de choisir l'enseignement qui leur convient. Ça veut dire aussi que les établissements de l'enseignement dispensent toutes sortes d'éducation et de connaissances.
Ne pas permettre l'accès au savoir de manière adéquate est une limitation de liberté et une imposition d'un courant de pensée aux dépens d'un autre. Si c'est le but de votre question, je te répondrai que le livre vert est contre le fait que l'État décide d'un cursus ou programme d'enseignement officiel et l'impose aux étudiants. Le livre prône la liberté des étudiants de choisir eux-mêmes leur matière et leur programme d'enseignement. La femme, par exemple, doit pouvoir choisir les cours qui sont adaptés à sa nature. Ces cours doivent être disponibles ainsi que les établissements qui les enseignent. Toute personne doit pouvoir choisir les connaissances de son choix et l'État doit les fournir. Actuellement, on choisit les cours et on les impose, comme l'histoire, la géographie, les sciences naturelles. Je veux dire qu'il doit y avoir une liberté totale en matière d'enseignement. Si un étudiant veut étudier le droit de la mer, il doit pouvoir le faire. L'État doit le lui permettre, en créant des établissements et en recrutant des enseignants dans ce domaine. Il doit pouvoir commencer cette discipline au secondaire, avant même la spécialisation à l'université. Un autre étudiant peut choisir les sciences de l'espace. Au lieu d'être obligé d'étudier une autre discipline, il doit pouvoir faire les études de son choix. Aujourd'hui, les hommes et les femmes suivent les mêmes programmes d'enseignement, malheureusement, alors que les cursus devraient être différents. Si la femme préfère étudier les mêmes disciplines que les hommes, elle doit y avoir accès. Si au contraire elle préfère des programmes qui lui sont spécifiques et qui conviennent à sa nature, tant mieux. Elle doit également pouvoir apprendre le métier de son choix, un métier mieux adapté à ses besoins. Merci. Madame Yuriki Kiwi, présidente de l'association d'amitié nippo-libyenne. Nous avons un beau pays. Ne comptez-vous pas le visiter ? Je remercie cette dame et je la félicite pour sa maîtrise de l'arabe. Elle a été claire et je lui exprime ma gratitude pour le rôle qu'elle joue en tant que présidente de l'association pour le renforcement des liens entre les peuples japonais et libyens. Je n'ai aucun problème pour visiter le Japon et je serais heureux d'être parmi vous un jour. Professeur Fukuda. S'il vous arrive de venir au Japon, Votre Excellence, nous vous invitons à visiter une nouvelle fois l'université Meiji, afin que vous puissiez nous livrer un discours magistral.
Je vous écoutais parler surtout du rôle des États-Unis dans le monde. Ma question est la suivante. Les États arabes ont été incapables de résoudre le problème israélo-palestinien. Beaucoup de pays arabes et de l'Afrique du Nord possèdent des richesses naturelles et disposent de moyens qui dépassent de loin ceux d'Israël. Pourtant, ces pays ont été incapables de résoudre le problème palestinien malgré les moyens et les capacités qu'ils possèdent. Pourquoi une telle incapacité ? Merci. Ouais, vous savez bien qu'Israël est sous protection américaine. Les États-Unis ont une flotte, la 6e flotte, toujours présente en Méditerranée, et dont le rôle est de protéger l'État hébreu. Imaginez un État, un pays dont l'existence dépend d'une flotte d'un pays étranger. Ce n'est pas un État. Le soi-disant Israël est une entité illégale aux yeux du droit international, car les Israéliens et les Palestiniens vivent sur une même terre. La Palestine qui est située entre le Jourdain et la Méditerranée. Bien sûr, cette terre est sujette à dispute entre les Israéliens et les Palestiniens. La majorité des habitants en 1948 étaient palestiniens, les 3/4 de la population. Le quart restant était peut-être israélien. Cependant, ceux-ci ont réussi à chasser les Palestiniens de leurs terres et déclarer unilatéralement un État qu'ils ont appelé Israël. C'est un acte illégal du point de vue du droit international que de déclarer unilatéralement un État sur un territoire disputé. C'est nul et non avenu. On ne doit pas reconnaître un État ainsi déclaré sur un territoire d'où ont été chassés 4 millions de Palestiniens. Un État dont les habitants actuels ont été acheminés de toutes les régions du monde afin de prendre la place des habitants palestiniens expulsés. En fin de compte, le soi-disant Israël est l'un des États des États-Unis, un protectorat américain. Si les Arabes déclarent la guerre à Israël, ils se retrouveront face aux États-Unis. C'est un fait avéré dans toutes les guerres précédentes. Les Américains sont toujours intervenus aux côtés d'Israël en mettant à leur disposition toutes leurs capacités militaires. On peut se demander pourquoi. Peut-être à cause de la domination du lobby juif ou israélien sur les banques et les médias aux États-Unis. Ces lobbies mettent la pression sur l'administration américaine pour leurs propres intérêts. Les Juifs ont une domination quasi totale sur ce pays. Ceci d'une part. D'autre part, les Israéliens ne veulent pas la paix, car ils savent qu'ils peuvent compter sur les États-Unis. Dans pareil cas, s'il y a un recours au vote en faveur du peuple palestinien ou du soi-disant Israël, et si les Américains demandent au Japon de voter en faveur de cette dernière, le Japon le fera, même si le peuple japonais sympathise avec le peuple palestinien et les Arabes. Les Israéliens veulent surtout empêcher le retour des Palestiniens qu'ils ont expulsés.
Ils veulent en fait exterminer les Palestiniens qui vivent aujourd'hui sur leur territoire. C'est une politique israélienne connue, empêcher le retour des réfugiés palestiniens de 1948 et 1967 et exterminer ceux qui vivent en Palestine. La solution réside dans le livre blanc que j'ai présenté au monde entier. Un État unique démocratique qui acceptera tous les réfugiés palestiniens qui ont été chassés de chez eux et qui procédera au démantèlement des installations et de l'arsenal de destruction massive de Dimona. En effet, les Israéliens possèdent des centaines de têtes nucléaires, mais le monde n'en parle pas et ne réclame pas leur destruction. Ils ne sont même pas inspectés. Lorsque le président Kennedy a exprimé son intention d'inspecter les installations de Dimona, on l'a assassiné. Le démantèlement de ces installations est vital. Pourvu que le Japon use de ses bonnes relations avec les États-Unis, dont il est un allié principal, pour les convaincre de la nécessité de démanteler le réacteur de Dimona. Surtout que le Japon a goûté aux affres de la bombe atomique. Le livre blanc que j'ai proposé au monde prône la création d'un seul État démocratique, à la condition du retour de tous les réfugiés palestiniens chez eux et le démantèlement des armes de destruction massive. Un État qui serait à l'image du Liban, multiracial et multiconfessionnel, où les gens vivent en paix. Cet État serait accepté dans le monde arabe et pourrait même adhérer à la Ligue arabe. Des élections démocratiques y seraient organisées. C'est peu important que les gens élisent un président palestinien ou israélien. L'important, c'est que ceux qui ont été expulsés de leur terre y reviennent. J'ai suggéré comme nom à un tel État Isratin, une combinaison des noms de Palestine et d'Israël. Isra pour Israël et Tin pour la Palestine. Vous serez convaincus si vous lisez le livre. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous voudrions traduire ce livre à l'université Meiji afin de le publier dans notre langue. Excellent, je vous en remercie. Je voudrais exprimer notre gratitude au grand guide, Kadhafi. Tout en espérant que le Centre des études pour la paix et le désarmement de l'université Meiji contribue au renforcement des relations entre le Japon et la Libye. Nous serons reconnaissants au guide de nous soutenir pour la création au centre d'une chaire Kadhafi des études pour la paix, qui enseignera votre théorie, la théorie du grand guide. Je vous remercie ainsi que vos étudiants. Je suis reconnaissant pour une telle initiative et je vous promets mon soutien. Je serai l'ami de cette université et vous pouvez déjà me considérer comme un membre de votre corps enseignant. Je suis à votre disposition et j'espère que de telles rencontres se multiplieront à l'avenir par satellite. Si je viens au Japon, votre université sera le premier lieu que je visiterai. Et je vous remercie. In the future, the first place I would visit would be Meiji University.